Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Mai 68, il commémore, on recommence. Voici le type de slogan qu'on a pu voir sur le campus de l'université Jean Jaurès à Toulouse. Mais n'est-ce pas un raccourci grossier que de comparer le mouvement actuel à celui de mai 68 ? Alors mai 68, mai 2018... fac similé, point d'interrogation, vous aurez noté le jeu de mots. On va en débattre avec nos invités. Mai 68, justement. Marie-Christine Ettelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui avocate. Vous étiez l'une des chefs de file de la lutte étudiante il y a 50 ans à Toulouse. À vos côtés, la relève, si je puis dire. Robin Cantaloup, bonjour. Vous représentez l'Union des étudiants toulousains qui est à l'origine du mouvement de blocage de la fac Jean Jaurès. Qui dit enseignement supérieur dit subvention et aide du conseil régional. Nadia Pelfic, bonjour. Bonjour. Élue socialiste, vous êtes en charge de cet enseignement supérieur à la région. Enfin, un enseignant universitaire avec nous qui est aussi le porte-parole Les Républicains Haute-Garonne, Pierre Esplugas-Labattu. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs, on écoute, comme c'est la tradition ici, celle des Toulousains. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement étudiant ? Faut que l'État les écoute. C'est pas qu'une minorité qui bloque ? Non, je pense que c'est pas qu'une minorité parce qu'on l'a vu à l'université Jean Jaurès, il y a aussi les professeurs qui se sont alliés avec les étudiants. Il faudrait trouver des moyens plus constructifs de faire bouger les choses et de faire avancer la situation. C'est une minorité d'étudiants, que la plupart des étudiants voudraient travailler. Envoyer la police, il faut l'envoyer à bon escient parce que je pense que certains attendent que ça. La première revendication des étudiants, c'est éviter la sélection à l'entrée université. Est-ce que vous pensez qu'il faut sélectionner à l'entrée université ? Si on sélectionne trop, il n'y a plus personne, ou alors il va rester que les jeunes qui ont les moyens financiers. Vous soutenez les étudiants ? Oui, tout à fait. Je soutiens les cheminots ? Je soutiens tout le monde. Il faut pouvoir créer un point de tension aussi pour qu'il y ait des revendications qui puissent être entendues. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut revivre en 2018 un nouveau mai 68 ? Je pense qu'on ne revit jamais deux fois de suite la même chose, donc non, je n'y crois pas. On ne revit jamais deux fois la même chose, disait très justement cette dame, mais est-ce qu'il y a quand même une particularité toulousaine dans la révolte, la colère ou le soulèvement des jeunes, Marie-Christine Ettelin ? Particularité toulousaine, il faut d'abord rappeler que ce n'est pas à Toulouse que le mouvement de mai 68 a démarré, mais à Nanterre. Et Nanterre était une université très particulière, ou plutôt une faculté. Très particulière parce qu'elle était dans un quartier très défavorisé, ce qui pourrait ressembler... En dehors du centre-ville de Paris. Oui, ce qui pourrait ressembler au Mirail. Au quartier... Au Mirail qui n'était pas encore le campus construit en 68. Absolument, absolument. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit, quand vous avez parlé de l'université du Mirail, j'ai dit, mais l'université du Mirail, je me suis instantanément et spontanément posé la question, j'ai dit, mais qui c'est qui est à l'université du Mirail ? Parce que chez nous, c'était rue Lottmann, à côté de la faculté de droit, dans laquelle j'étais en 3e année. Cette faculté Jean Jaurès, de votre point de vue, vous qui avez financé des travaux, des nouvelles structures, c'est une faculté, une université particulière où la jeunesse s'exprime peut-être plus qu'ailleurs ou une pas, fac contestataire et troublionne. Je sais que c'est l'image qu'on veut en donner. Écoutez, pour moi, ce n'est pas qu'un objet de subvention. Effectivement, la région Midi-Pyrénées, à l'époque, avait investi 73 millions d'euros pour la rénovation de l'université. Nous avons eu raison de le faire. C'était moi aussi la faculté où j'ai pu faire mes études et le quartier où je vivais. Et je pense que ce n'est pas spécifique à Jean Jaurès ou à Toulouse, ce qui se passe. Il y a eu des mouvements, y compris en 68 sur Devaquet. Ce n'est pas spécifique à un quartier, c'est spécifique à une volonté de déboucher de perspectives pour une jeunesse et à la manière dont la société souhaite qu'il y ait un plus grand nombre ou pas de personnes qualifiées, diplômées dans notre pays. Et c'est utile à la nation que d'avoir des gens diplômés. Robin Cantaloup, vous dites le mouvement que nous construisons actuellement est majoritaire, n'en déplaise à certains. Alors comment vous pouvez expliquer que finalement le mouvement ne prenne pas dans les autres universités toulousaines ? Alors dans les autres universités toulousaines, c'est un fait. Par contre, au niveau national, si on regarde un peu les informations depuis maintenant... C'est 3-4% des établissements universitaires. Depuis maintenant 15 jours. Alors non, moi j'ai vu des chiffres un peu différents parce qu'il est fait mention de documents que vous pouvez retrouver sur différents réseaux qui expliquent que 44% aujourd'hui des universités sont
d'une manière ou d'une autre mobilisés, alors qu'il y ait des assemblées générales, des occupations, des mouvements de blocage, voire des manifestations de rue plus ou moins importantes. Donc en réalité, pourquoi on dit que le mouvement il est majoritaire? Parce qu'aujourd'hui, on pense que nous, en tant qu'étudiants mobilisés, avec les personnels et les enseignants, comme vous le disiez précédemment, on a gagné ce qu'on appelle la bataille de l'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une majorité de personnes soutiennent que la sélection à l'université, ce n'est pas une bonne chose. Mais parfois sont contre la méthode du blocage. Alors ça, c'est un autre débat. Mais là, vous me posez la question, en quoi le mouvement est majoritaire? Un mouvement, c'est avant tout des revendications, avant des moyens d'action. Des moyens d'action sans revendication, je ne vois pas très bien à quoi ça correspond. Par contre, les revendications, oui, on pense qu'aujourd'hui, elles sont majoritaires, puisque les personnes qui défendent cette loi et cette sélection, aujourd'hui, dans les universités, sont extrêmement minoritaires. Le regard que vous portez sur ce conflit, Pierre Esplugas-Labattu, vous-même, on l'a dit, enseignant universitaire. Oui, effectivement, je suis professeur de droit public à UT1 Capitole. Pour essayer de lier les deux questions que vous avez posées depuis le début de ce débat. La première sur la spécificité toulousaine. Oui, il y a une spécificité à Jean Jaurès, anciennement au Mirail, avec des grèves à répétition. Et moi, ce qui me navre, c'est que l'université du Mirail, Jean Jaurès, avait entamé un travail de rénovation, notamment au niveau des bâtiments. Ça a coûté autour, je crois, de 200 millions d'euros. Et aujourd'hui, ce travail d'image est mis à bas, finalement, avec des dégradations. Vous avez derrière vous, sur les photos qui avaient été diffusées, vraiment des dégradations. Cette université est aujourd'hui taguée et c'est vraiment bien regrettable. La deuxième question sur le caractère majoritaire. Je suis désolé, mais pour avoir assisté dans ma vie à quelques assemblées générales, ce sont des simulacres de démocratie. C'est la loi du plus fort, de celui qui crie en tout cas le plus fort et qui laisse de côté la majorité silencieuse. Et le fait qu'il ait été proposé à Jean Jaurès un vote électronique avec un refus absolu de la part des étudiants, pour moi, est une forme d'aveu ou désaveu du caractère démocratique de ces AG. Robin Cantalou, sur ce mode de décision dans les AG? Oui, je vais bien répondre directement. Aujourd'hui, les universités sont gérées par des conseils centraux qui sont prévus par la loi et par les différents règlements. Lors des élections pour constituer ces conseils centraux qui sont composés d'étudiants, d'enseignants, de personnel administratif et de personnalités extérieures qui ne sont pour la plupart pas élus. Les taux de participation pour élire ces conseils sont extrêmement faibles, en particulier pour élire les représentants étudiants. Et donc oui, les assemblées générales étudiantes aujourd'hui, c'est ce qui permet de regrouper un maximum d'étudiants. Ces assemblées générales, est-ce qu'elles sont représentatives? Elles sont vraiment ouvertes au plus grand nombre? Vous-même, vous avez un engagement politique. Quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé dans cette lutte? Alors moi, je suis membre d'un syndicat étudiant, voilà. Et ça proche d'un parti politique ou pas? Il n'y a pas d'affiliation entre le syndicat étudiant auquel j'appartiens et un quelconque parti politique. Après, chacun et chacune dans mon organisation syndicale peut s'affilier au parti de son choix, c'est pas ça le problème. Mais par contre, de dire qu'aujourd'hui les assemblées générales ne sont pas représentatives, qu'elles sont un simulacre de démocratie, bon, j'invite tout un chacun à assister à des délibérations de conseils d'administration d'université, en particulier je pense à UT1 Capitole, où on pourra considérer que la démocratie est fortement limitée. Alors, c'est un peu gratuit quand même, cette affirmation. Ayant participé à des séances de CA du UT1 Capitole, je ne vois pas en quoi on peut dire que la démocratie est atteinte. Un syndicat étudiant représentatif doit demander une autorisation à la présidence avant de pouvoir distribuer un tract. Si ce n'est pas le cas, les étudiants en question se font renvoyer de l'université par la sécurité. Vous avez fait partie de ces institutions, Marie-Christine Ettelin. Ça a beaucoup changé quand même depuis mai 68. J'indique d'abord, et je rappelle, qu'elle n'existait pas. Eh oui. Elle n'existait pas. Et quand vous rappelez qu'il faut, à la faculté de droit, alors moi je vais utiliser les anciens concepts, là à la faculté de droit, lorsqu'il il fallait... Droit, un capital, vraiment, non, mais je sais, il y a la gestion, je sais. Ah ben bon, allez. Ces institutions, vous avez participé on a participé à leur début. création. Ouais. À leur création. Effectivement, ça a été un des résultats essentiels du mouvement de mai 68. Mais ce que je voudrais surtout rappeler, c'est qu'à l'époque aussi, il fallait des autorisations. Ce n'était pas d'ailleurs tout à fait ça. Nous n'avions pas le droit, purement et simplement, de distribuer le moindre tract à la faculté de droit. Et figurez-vous que c'était à l'époque, peut-être pour ça qu'on s'en souvient, c'était les jeunes étudiantes, les filles et les femmes qui distribuaient des tracts. Parce que nos camarades garçons qui se revendiquaient de certains secteurs de l'extrême droite, qui faisaient, je le rappelle, c'est peut-être plus du tout le cas, je l'espère, qui faisaient la loi à la faculté de droit, n'envisageaient pas de casser la figure, comme ils disaient élégamment, à une jeune femme, même avec une rose. Bon, nous venons de loin. Nadia Pellefil. De très loin.
Ce que indique Maître Ettelin est révélateur parce que finalement les événements de mai 68 à Toulouse, ils commencent le 25 avril par un rassemblement étudiant et c'était à l'Amphi-Marsan aussi à la fac de lettres et donc pas du tout sur le site du T2J. Et l'université à ce moment-là décide d'évacuer l'amphithéâtre, ça se fait sans heure, mais quand les étudiants sortent, ceux qui occupaient l'amphithéâtre, ils se font tabasser par des étudiants d'extrême droite. Et la suite, en fait, elle est aussi quelque peu différente, puisque finalement, le mouvement, quand il se déroule, et puis au mois de mai, il y a les revendications, qui sont nombreuses, qui sont portées place du Capitole. Et à ce moment-là, le maire Louis Bazerque, qui est opposé à la politique gaulliste, ouvre ses portes et prend fait et cause pour la mobilisation et préside même un comité. Donc, effectivement, il y a une origine étudiante à Toulouse, et c'est la première ville de province qui s'est du reste mobilisée après Paris. Alors on a posé, j'allais dire, les bases, on a vu un peu les deux époques, on va revenir à la genèse du mouvement qui secoue actuellement l'université Jean Jaurès de Toulouse. Et juste après, on rentre véritablement dans le détail de cette réforme qui est proposée par le gouvernement. À l'origine du mouvement, un projet de fusion entre les universités Jean Jaurès et Paul Sabatier et 2 écoles d'ingénieurs. Ce regroupement aurait permis d'obtenir le label IDEX, avec à la clé 25 millions d'euros annuels pour faire émerger ce pôle universitaire au niveau mondial. À Jean Jaurès, la crainte de diluer son identité a prévalu parmi les opposants au projet. Ils ont voté à une grande majorité contre ce rapprochement et ont commencé les blocages ponctuels. La crainte, c'était que l'établissement qui résulte de la fusion n'ait plus le statut d'université et donc puisse facturer des formations très chères, comme ça s'est vu ailleurs. La crainte, c'était qu'il y ait une grosse compression du personnel qui supprime beaucoup de postes. Et la troisième crainte, c'était qu'il y ait une réduction de la démocratie universitaire avec des étudiants très peu représentés dans le futur conseil d'administration stratégique comparé à des personnalités extérieures issues du monde de l'entreprise. Très vite, les blocages se durcissent. Les étudiants s'opposent à la loi ORE qui, selon eux, organise une sélection déguisée. L'université est bloquée, le président est démissionné et la ministre de l'Enseignement supérieur le remplace par un administrateur provisoire. Richard Lagagné promet de stopper la fusion pour tenter de rétablir la confiance avec les étudiants. Forcément, c'est une tâche compliquée, mais moi, je suis d'un naturel optimiste. Donc, pas à pas, on essaye d'apporter des solutions aux problèmes, et ils sont nombreux, auxquels nous sommes confrontés. Cette nomination par la ministre est vécue pour certains comme une mise sous tutelle de l'université, avec pour objectif d'étouffer la contestation et faire passer la loi sur les nouvelles modalités d'accès aux études supérieures. Par exemple, dans certaines filières, on demande les voyages, on demande des lettres de motivation, on demande les activités extrascolaires. Et on se doute bien que les catégories sociales les plus défavorisées n'auront pas toutes ces pièces et ces à côté à apporter et de fait seront défavorisées dans cette sélection à l'université. Très tôt, des enseignants dans différents départements ont protesté et voté des motions contre cette loi. Pour eux, l'équation est simple, plus d'étudiants, donc plus de moyens. Nous avons évalué à 67 le nombre de postes d'enseignants-chercheurs manquants pour pouvoir encadrer les étudiants en psychologie dans notre université. 67 à l'UFR de psychologie. Donc on nous demande maintenant de travailler sur une sélection des étudiants qui va de fait être un travail également supplémentaire, alors qu'on devrait mettre des moyens, non pas sur cette sélection, mais sur l'accueil de tous ces étudiants qui demandent à venir chez nous. La poursuite du blocage a été votée par les étudiants en AG jusqu'au 30 avril prochain. Alors, 1968-2018, il y a quand même une revendication commune, non à la sélection. Est-ce que c'est finalement ce qui peut rapprocher le plus ces deux époques, selon vous, Robin Cantalou? Ce qui peut rapprocher le plus, je ne sais pas. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a une aspiration commune, sûrement de ces deux générations, à l'accès au savoir, à la culture pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, la logique, on va dire, générale de ces politiques-là, c'est l'inverse. C'est d'expliquer que l'accès à l'université, ça se mérite, qu'on va privilégier des parcours d'excellence à des filières générales. Ça, c'est choquant, que ça se mérite et qu'on recrute les meilleurs, ça vous choque? Bien sûr, parce que je pense que la mission du service public, c'est de donner justement la possibilité à tout le monde d'arriver au même niveau. C'est le même débat, vous savez, qu'on a sur la question de l'éducation prioritaire, par exemple. Aujourd'hui, on supprime des moyens
annuellement à l'éducation prioritaire. Donc on explique en fait à toute une partie de la jeunesse qu'on ne donne plus les moyens dont elle a besoin pour arriver au même niveau que les autres. Et donc on reproduit de fait des inégalités. Pierre Espluga-Sabatul, l'universitaire militant évidemment chez les Républicains que vous êtes, quel regard il porte sur ce débat, cette polémique autour de la sélection ? Alors, en réalité, il y a deux foyers de contestation. À Jean Jaurès, un foyer spécifique contre le label IDEX, contre le rapprochement. Non, mais c'est un des points importants. On l'a dit au début du reportage. Et il faut savoir que dans le reportage, il est indiqué que les enseignants, les étudiants réclament plus de moyens. Et bien justement, la perte de ce label IDEX fait perdre des moyens, premier point. Et deuxièmement, c'est une contestation aussi spécifique contre la plateforme Parcoursup, qui est, je ne dirais pas un système de sélection, mais un système d'aide à l'orientation. Alors, très sincèrement, sans doute, ce n'est pas la panacée. Donc là, vous soutenez le gouvernement sur ce point-là. Ça, c'est la réforme non, mais là, pour le coup, je vais répondre en tant que professeur. Sélectif, vous soutenez finalement. Je vais répondre en tant que professeur. Pour le coup, je vois bien que ce n'est pas la panacée, aussi bien d'ailleurs du côté du lycée que du côté de l'université. Il y avait hier une réunion dans mon université, je vois bien que ça patine. Mais il faut savoir d'où l'on vient. D'où l'on vient, c'est le tirage au sort. On était arrivé au bout du bout avec ce système inique, absurde de tirage au sort dans certaines filières. 12 ans, donc c'est là. Mais au-delà de la question du tirage au sort. Encore l'année dernière. Et donc il fallait rompre avec ce système inique de tirage au sort. Parcoursup, sans doute, peut-être un progrès, mais certainement un progrès perfectible. Au-delà du tirage au sort, Emmanuel Macron dit l'université n'est pas la solution pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que des bacheliers doivent être repoussés ou mis sur des parcours plus courts et qu'une université doit être réservée à certains profils ? Alors, ce vocabulaire réservé à certains profils, non, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais par exemple, à ceux qui ont de bons résultats dans le secondaire, qui ont de bonnes notes, qui ont des mentions, ce qui est le cas pour les grandes écoles, mais qui ne l'est pas actuellement pour l'université, sauf pour les sciences économiques, à la rigueur, est-ce qu'il faut aller dans cette direction ? Non, mais je vais vous répondre. Moi, je suis un libéral et donc je suis pour la liberté. Et la liberté, effectivement, d'étudier. Et je précise que ces grèves à répétition, eh bien, ça fait le jeu, finalement, des établissements privés d'enseignement, de filières sélectives, et c'est, je crois, se tirer une balle dans le pied que de faire une grève à répétition. Qu'on vous pose quand même, parce que c'est pas ça la question qui a été posée. Hein. Marie-Christine Ettelin, est-ce que dans les revendications actuelles, vous reconnaissez des valeurs que vous défendiez en mai 68 ? Il faut rappeler la situation. En mai 68, il y avait 20% de la génération, de la classe de la génération, qui avait le baccalauréat. Donc il y avait 80% qui ne pouvaient pas suivre d'études supérieures. Alors, il n'y avait pas une sélection au sens où on l'entend aujourd'hui, évidemment. Cette sélection venait bien avant. Elle venait du fait que les études secondaires n'étaient pas ouvertes à certaines catégories sociales, très clairement. Nous avions à l'époque, à peu près, je pense, si mon souvenir est bon, 1% originaires de la classe ouvrière qui faisaient des études supérieures. Mais je dirais tout de suite et très vite que si le mouvement de 68 a bien démarré sur des revendications étudiantes, cela n'a pas duré, ça a duré quelques jours. Nous avons eu, à la faculté de droit par exemple, nous avons eu des élections. Le mouvement du 25 avril, à la surprise générale, est arrivé en tête du vote. Nous avons donc été élus pour discuter de la réforme de l'université, mais en réalité, seul le corps professoral souhaitait discuter d'une réforme de l'université. Les étudiants, dès la mi-mai, fin mai, cela n'a plus été notre problème. Il n'était plus question de réformer l'université. C'était la vie que nous voulions changer. C'était tout à fait différent. Et à partir du mois de mai, mi-juin, fin mai, mi-juin, pardon, véritablement, c'est d'autres problèmes. Et au-delà même des problèmes de politique politicienne qui se sont posés. C'était la revendication essentielle. Nous voulions changer la vie. Et toute la vie. Il y en a d'autres qui ont voulu changer la vie, notamment au Parti socialiste. Est-ce que François Hollande n'aurait pas dû l'entamer peut-être de manière un peu plus forte, cette réforme, Nadia Pelfig ? Parce qu'il y a eu des tentatives de fait. On savait qu'on allait quand même arriver dans le mur à un moment donné, et Thierry Mandon n'a peut-être pas eu tous les leviers pour proposer autre chose que ce qui est proposé aujourd'hui, finalement. Vous me connaissez, j'ai rarement le regard tourné vers le rétroviseur. Mais puisque vous nous y invitez, je vais revenir un tout petit peu avant François Hollande, et beaucoup avant moi, mai 68. Pourquoi ce n'était pas la même chose ? Parce que le chômage était inexistant et que nous avions une croissance du PIB de 5%. Et ça change toute la donne. Aujourd'hui, la préoccupation des jeunes et de leurs parents,
c'est de savoir aussi quelle va être leur vie plus tard. Et il y a un sentiment de déclassement, c'est-à-dire de penser qu'on aura une vie moins favorable quand on est jeune aujourd'hui, en 2018, que l'a été celle de nos parents. Et donc, un des éléments clés de promotion sociale, quelle que soit son origine sociale, ce sont les études. Et en France, on a la chance... de Jean-Pierre Chevènement, lorsqu'il dit 80% d'une classe d'âge les au baccalauréat. études soient en grande partie à moindre coût, partout où les droits d'inscription ont augmenté. Ça n'a pas permis à plus de gens de faire des études ou de meilleures études avec des plus gros budgets. Ça a transféré finalement la charge de l'État sur les familles. Et ça s'est produit partout en Australie. Qu'est-ce que nous avons dit, nous? Que comme les études supérieures étaient aussi le meilleur point d'appui pour avoir un travail, il fallait qu'il y ait une classe d'âge, et ça a été le projet du gouvernement précédent, 60% qui soient en licence, un taux de réussite à 50%, plus d'un certain nombre de pourcentages en master. Quelle était l'action de la gauche? A été de faire qu'il y ait un certain nombre de jeunes, de plus en plus importants dans leur nombre, qui puissent avoir accès aux études d'enseignement supérieur. Et moi, ce qui me gêne dans le débat tel qu'il est posé, c'est que ça ne répond pas aux vraies questions. Vous parlez d'orientation, vous parlez de Parcoursup. Parcoursup, c'est un stress inutile pour les familles. Pourquoi il y a Parcoursup? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des classes d'âge qui correspondent au baby-boom des années 2000. Et donc, ce qu'on leur demande, c'est aux enseignants, c'est finalement faites un classement pour qu'on puisse couper le niveau quand la capacité d'accueil est atteinte. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi on fait en sorte qu'aujourd'hui, il y ait la moitié des étudiants en France qui s'orientent sur les 4 mêmes filières. Et donc, sur la loi qui s'appelle orientation et réussite pour les étudiants, elle ne répond en rien à la question de l'orientation. On ne donne pas les moyens de savoir. Elle ne répond en rien à l'accès au plus grand nombre à l'enseignement supérieur. En région Occitanie, on a été clair sur cette réponse. C'est oui. Et donc, on y met des outils et des moyens. La question, on l'entend dans le reportage aussi, c'est plus d'étudiants, plus de moyens, d'accord, mais encore faut-il qu'il y ait des débouchés à la sortie, quand même, non, Robin Cantaloupe? La question des débouchés, elle est connectée à quelle est la politique globale qui est menée par les gouvernements successifs. Et là, il y a aussi quand même la loi du marché, l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a des diplômes qui sont plus adaptés à l'école? Moi, la question que je pose en retour, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des besoins dans la société? À l'hôpital de Toulouse, les agents hospitaliers, ils se suicident au travail parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, parce qu'ils maltraitent les patients, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Pas de leur fait, ils en sont malades de faire ça. Donc il y a des besoins dans une série de services publics. Les agents du service hospitalier, par exemple, ne sont pas assez nombreux. Oui, mais eux, ils sont sélectionnés, ils passent des écoles d'infirmières ou la fac de médecine, ils sont sélectionnés. Oui, mais sauf que la fac de médecine applique le numerus clausus, d'accord, parce qu'il y a une pression, y compris des corporations de médecins, pour empêcher que justement il y ait ces débouchés-là. Les écoles d'infirmiers et d'infirmières limitent le nombre de places, alors qu'il y a beaucoup de candidats chaque année qui se présentent au concours dont le contenu par ailleurs n'a rien à voir avec le métier, puisqu'on parle de tests psychotechniques, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec le fond de ce que c'est que le métier aujourd'hui d'infirmier et d'infirmière. Donc en réalité, le débat de société qu'on a, c'est pas un débat comptable sur le nombre de places réelles qu'il y a sur le marché du travail. Aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits, il y a 5 millions de chômeurs dans le pays, il y a des services publics qui crèvent de manque de moyens, de manque de personnel, et on nous explique que... Donc l'avenir des étudiants, c'est de devenir fonctionnaire. L'avenir des étudiants, c'est de devenir fonctionnaire. C'est de travailler au bien commun pour la société, effectivement, tout à fait. L'erreur, c'est de poser aussi que la question des moyens. Savez-vous quelles sont les 4 filières qui concentrent la moitié des étudiants en France? Je vais vous le dire. Ce sont psycho, c'est la première année de médecine, c'est droit et c'est STAPS. La question, c'est comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas 50% dans ces 4 filières qui, évidemment, atteignent leur capacité d'accueil. Est-ce qu'il y a des débouchés pour chacun des étudiants qui souhaiteraient, pas qui rentrent, qui souhaiteraient rentrer en STAPS aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on peut exiger un parcours de vie, le choix d'un parcours de vie à 17 ans? Non plus. Est-ce qu'on a besoin d'une diversité des formations? Parce que, par exemple, dans les métiers qui embauchent, comme ceux du numérique, est-ce qu'on a besoin que de mathématiciens et d'informaticiens? Non. On a aussi besoin des sciences humaines et sociales. Donc on a besoin de former, d'avoir une diversité de formation et de donner les moyens de ce choix de la diversité. Quand vous êtes une famille qui est loin des études supérieures, qui n'a pas les moyens financiers, vous ne connaissez pas l'éventail de ces choix. Et moi, ce que je reproche à la loi qui est programmée aujourd'hui, elle s'appelle Orientation et réussite des étudiants. Elle ne répond pas au problème majeur en France de donner les bonnes informations pour l'orientation du plus grand nombre. Et ça, c'est un vrai sujet auquel les gouvernements doivent désormais répondre. Si je peux me permettre, pour être bien formé, ça passe par suivre des cours. Et quand il y a des grèves à répétition, on ne fait pas cours. Quand on demande le 10 améliorable... Vous êtes monomaniaque, en fait, c'est ça? Vous tournez en boucle sur la question du local. On parle d'un débat de fond, quand même. J'ai fait en sorte de ne pas vous interrompre, si vous voulez bien. Je vais au bout de ma phrase. C'est presque insultant envers les gens qui sont depuis 4 mois. Parce que, par exemple, lorsque vous parlez de pression des médecins qui empêchent les débouchés, je ne vois pas ce que vous voulez dire.
hier, lorsque vous parlez d'autorisation de la présidence pour distribuer des tracts, j'avoue que ça serait à vérifier. Je ne vous ai pas interrompu, donc je vais aller au bout de ma phrase. Et donc, simplement, ça implique de suivre des cours. Lorsqu'on demande le 10 améliorable, ça veut dire que vous soyez bon ou mauvais, que vous travaillez pas, tous pareils. Je suis désolé, il ne peut pas y avoir 11 Lionel Messi dans une équipe. L'égalitarisme, tel que vous le demandez, eh bien, effectivement, il y a peut-être une autre option possible. Comment on sort de ce conflit, d'après vous, Robin Cantalou, pour conclure? Parce que certains voient déjà une éventuelle convergence des luttes avec tous les autres mouvements sociaux. Qu'est-ce qui peut faire sortir ou reprendre les cours, du moins à l'Université Toulouse Jean Jaurès? Comment on sort du conflit? Déjà, on entend qu'il y a des revendications sur le fond, voilà, et on ne tourne pas en boucle sur la question du blocage de l'université. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est posé, comme je l'ai dit, c'est un choix de société. Voilà, le combat contre la sélection, c'est un combat de fond, c'est des vraies revendications qui s'expriment. Et donc aujourd'hui, débloquer la situation, j'ai envie de dire, la balle est un peu dans le camp du gouvernement. Bon, on suivra le dossier. Pour conclure également, Marie-Christine Ettelin, on l'a dit, certains voient déjà, pourquoi pas une convergence des luttes, un retour de mai 68, ça vous paraît ubuesque, tout ça ou... Ça paraît un peu délicat à l'heure actuelle, puisqu'il y a des mouvements qui sont... La convergence des luttes, elle s'est faite rapidement, très vite, dans ce qu'on appelle un moment révolutionnaire. Hein. C'est très difficile à expliquer ce qu'est un moment révolutionnaire. La convergence des luttes, elle s'est faite très vite. Mais là, elle a plus de mal à prendre, on va dire. Et là, il semblerait que ce soit effectivement plus difficile, mais je ne dis pas que c'est exclu. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que vous parliez tout à l'heure... Rapidement, il nous reste quelques secondes. Oui, très vite. Vous parliez des tags qui défiguraient l'université, mais je rappellerai quand même que les tags, ce qu'on n'appelait pas les tags, d'ailleurs, les murs avaient la parole en 68. Ah, oui, il y a pas mal d'expos qui en parlent d'ailleurs. Et ce qu'il en reste, quand je vais au Mirail, c'est bien dommage de voir ce que je vois là. Merci à vous, deux conceptions différentes qui s'opposent. C'est aussi le but de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté ce débat. Voilà, faites la révolution, pas la guerre. Ce sera la phrase de fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine où on parlera transport et fin des grands projets. Point d'interrogation. Réponse dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne fin de week-end.